En attendant la décision de justice, aux États-Unis, la famille de George Floyd, cet Africain-Américain tué par un policier blanc, a obtenu une compensation financière de la part des autorités de la ville de Minneapolis d'un montant de 27 millions de dollars. Au moins 5 personnes tuées hier à Rangoon. La répression des manifestations pro-démocratie se poursuivent en Birmanie. Une veillée nocturne en hommage aux victimes des violences avait lieu hier. Notre correspondante dans la région nous donnera davantage de détails. Enfin les sports avec le choc Angleterre-France cet après-midi à Twickenham. 4e match comptant pour le tournoi des 6 nations. Les Bleus sont de retour après l'affaire du cluster de Covid-19. Nous reviendrons sur la bulle sanitaire autour du 15 de France avec Eric Combe, infectiologue et membre de la commission médicale de la Fédération française de rugby. Bienvenue dans cette édition. Le meurtre de George Floyd avait bouleversé le monde entier. L'émotion avait permis de mettre en lumière les violences policières et le racisme dont sont victimes les Africains-Américains. Alors que le procès du policier blanc mis en cause dans la mort de cet homme noir a débuté cette semaine, la ville de Minneapolis s'est engagée à dédommager la famille. Le précision avec Océane Gohanek. Councilmember Schrader. Aye. Councilmember Osman. Aye. Un vote à l'unanimité. Le conseil municipal de Minneapolis, mis en cause dans la mort de George Floyd, a accepté l'accord d'un versement de 27 millions de dollars de dommages et intérêts pour la famille de la victime. Un accord à l'amiable, historique. Aucune somme d'argent ne pourra jamais répondre à la douleur intense ou au traumatisme causé par cette affaire à la famille de George Floyd ou aux habitants de notre ville. Minneapolis a été fondamentalement changé par ce moment de reconnaissance raciale et le conseil municipal est uni pour travailler ensemble avec notre communauté et la famille Floyd pour remodeler équitablement notre ville de Minneapolis. Dans cet arrangement, 500 000 dollars sont destinés à l'aménagement du quartier où George Floyd est décédé. Ici, sur le trottoir, il a été asphyxié en mai dernier sous la prise du policier Derek Chauvin. Un lieu devenu aujourd'hui un point de rassemblement en sa mémoire. Je veux pouvoir remercier tous les supporters, tous les manifestants pour être restés debout, surtout pendant la pandémie. Vous avez mis vos vies en danger. Il n'y a rien que je puisse faire pour vous rendre l'appareil, car vous avez prouvé qui vous êtes et qui vous étiez à ce moment-là. Il y a une chose que le monde doit savoir. L'Amérique, nous avons besoin de guérir. Cette nation a besoin de guérir, notre famille a besoin de guérison. Si avec cet accord, la ville de Minneapolis n'est plus poursuivie, ce n'est pas le cas des 4 policiers mis en cause. Le procès de Derek Chauvin a débuté ce mardi pour meurtre et homicide involontaire. Le verdict ne devrait pas être rendu avant fin avril. Ils se sont réunis malgré le couvre-feu. En Birmanie, des centaines de personnes étaient présentes hier soir dans la ville de Rangoon afin de manifester dans ce pays aux mains des militaires auteurs d'un coup d'État le 1er février. Alors quelles étaient les motivations des femmes et des hommes présents lors de cette veillée? Les détails avec notre correspondante dans la région, Carole Izou. C'était avant tout pour rendre hommage à toutes les victimes du mouvement depuis donc le début du mouvement de résistance civile du 1er février dernier qui a suivi le coup d'État. Cela a commencé le 9 février dernier avec cette jeune femme, Mia Twetwekain. Elle avait 19 ans. Elle a été abattue d'une balle dans la tête à Naypyidaw. Nous sommes aujourd'hui à environ 80 morts ou plus de 80 morts. Les affrontements ont repris aujourd'hui, notamment dans la région de Mandalay où il y aurait depuis ce matin une dizaine de morts. Il y a bien sûr tous ceux qui tombent sous les balles de la police. Il y a ceux aussi qui meurent pendant leur détention. Plusieurs familles ont reçu les corps de leurs proches qui sont décédés pendant leur détention. Certains portaient des traces de torture. Et donc, c'est vrai que quand on parle de ce chiffre d'au moins 80 morts, s'il est facile de tenir le compte de ceux qui tombent sous les balles de la police, c'est très difficile aujourd'hui de travailler comme un journaliste à Rangoon. Il y a très peu de journalistes qui travaillent. Ceux qui le font dans des conditions extrêmement difficiles. Et donc, tous les morts qui sont signalés également dans les zones reculées, dans les zones ethniques, ce sont des morts qui passent largement sous les radars. Donc, quand on parle de 80 morts aujourd'hui, c'est un chiffre qui est probablement largement sous-évalué. Face à cette situation, le Conseil de sécurité des Nations Unies a condamné les violences. Les voisins de la Birmanie font part de leurs inquiétudes. Ces réactions sont-elles susceptibles de faire bouger la junte au pouvoir ?
Alors, on peut parler d'un léger mieux, c'est vrai, ce communiqué du Conseil de sécurité de l'ONU. Alors, on est encore loin d'une condamnation du coup d'État, mais néanmoins, cet appel à la retenue de la part notamment de la Chine et de la Russie, et aujourd'hui de la Thaïlande, qui était pourtant l'allié naturel, le voisin, un pays qui est lui-même dirigé par des généraux anciens putschistes. Donc, c'est vrai qu'on voit que la junte est de plus en plus isolée sur le plan diplomatique. Cela suffira-t-il pour obliger les généraux à rendre le pouvoir? Rien n'est moins sûr. Les espoirs des Birmans résident plutôt dans ce mouvement de grève générale des fonctionnaires qui est destiné à faire échouer l'administration militaire, et également éventuellement dans des défections dans les rangs même, au sein même de l'armée, et notamment parmi la jeune génération. Ce sont vraiment les deux facteurs sur lesquels repose entièrement l'espoir des Birmans aujourd'hui. Jeanine Agnès dirigeait la Bolivie entre novembre 2019 et novembre 2020. Aujourd'hui, elle est entre les mains de la police. L'ancienne présidente a été interpellée ce samedi. L'ex-dirigeante était visée par un mandat d'arrêt pour sédition et terrorisme. Cela dans le cadre de l'enquête sur un présumé coup d'État contre l'ancien chef de l'État, Evo Morales. Le Quad est une alliance informelle. Elle a été créée au début des années 2000. Elle regroupe les États-Unis et leurs alliés dans le Pacifique. Tous se réunissaient de façon virtuelle hier pour la première fois. Au menu des discussions, l'influence grandissante de la Chine dans la région. Sophie Rosenzweig nous donne davantage de détails. L'enjeu est d'importance car c'est une guerre commerciale XXL que se livrent États-Unis et Chine. Alors pour mettre tous les atouts de son côté, Joe Biden, le nouveau président américain, vient de relancer l'alliance stratégique Quad. Cet accord lie les États-Unis avec l'Australie, l'Inde et le Japon, 3 pays dont le premier partenaire économique est la Chine. Le but de ce pacte, lutter contre l'expansionnisme chinois. Une zone indo-pacifique libre et ouverte est essentielle à chacun de nos pays. Les États-Unis sont déterminés à travailler avec vous qui êtes nos partenaires et nos alliés dans la région pour atteindre la stabilité. C'est le but de ce groupe. Un groupe qui a une mission particulièrement importante parce que dédié à trouver des solutions pratiques et des résultats concrets. C'est en 2007, sous la houlette de l'ex-premier ministre japonais Shinzo Abe, que le Quad voit le jour. Des accords de coopération militaire et technologique en découlent. En novembre dernier, les pays du Quad mènent d'importantes manœuvres navales communes dans le golfe du Bengale. Il s'agit de veiller à ce que nous puissions commercer plus facilement, à ce que nous puissions le faire de façon pacifique, à ce qu'il y ait une liberté de mouvement dans les mers et le survol de la région pour faciliter le commerce dans ce grand territoire. Car la Chine inquiète, revendication territoriale, renforcement de sa marine de guerre, Pékin veut supplanter les Américains installés dans la région depuis 1945. Mais pas question pour Washington de lâcher du lest. Obama avait lancé le pivot asiatique parce qu'il sentait bien que c'était la Chine qui allait être le principal rival des États-Unis. Trump a mis fin à cette politique par son isolationnisme et son unilatéralisme très fort. Biden reprend la même politique que Obama. Finalement, il était son vice-président. C'est logique. Dans la mesure où la Chine est le principal rival des États-Unis, eh bien, il va y avoir une concentration des efforts, une focalisation sur l'Asie. Le Proche-Orient va peut-être moins compter que pour les États-Unis que l'Asie, et surtout, l'Europe va moins compter pour Washington que l'Asie. L'Asie replacée au centre de l'échiquier international. Pour preuve, le Premier ministre japonais sera en avril le premier hôte étranger à être reçu à la Maison-Blanche. Et à l'issue de cette réunion, Joe Biden, le président américain, a lancé la première étape de son offensive diplomatique contre la Chine. Le président américain a annoncé une initiative commune pour produire 1 milliard de vaccins contre le Covid-19 en Inde d'ici 2022. Toujours en ce qui concerne les vaccins, l'Organisation mondiale de la santé a donné son feu vert pour le vaccin à dose unique de Johnson & Johnson, déjà autorisé aux États-Unis et en Europe. L'OMS a tenu à rassurer dans un second temps, estimant qu'il n'y avait pas de raison de ne pas utiliser le vaccin d'AstraZeneca. L'organisation souligne le fait que les avantages continuent de l'emporter sur ces risques. La France, quant à elle, a franchi la barre symbolique des 90 000 morts en raison du Covid-19. C'est ce qu'indiquent les chiffres publiés hier par l'Agence sanitaire publique Santé publique France. Sachez également que le Conseil d'État a suspendu l'obligation pour les Français rentrant de l'étranger de valoir des motifs impérieux car l'impact de ces déplacements est mineur sur la propagation de l'épidémie de Covid-19 selon ce communiqué. Et toujours au sujet de la pandémie, à partir de lundi, une partie du territoire italien sera de nouveau confinée. Selon Mario Draghi, le Premier ministre, le pays fait face à une nouvelle vague de contagion plus d'1 an après le début de la pandémie. Voyez ce sujet préparé par Océane Gohanek.
C'est un nouveau coup dur pour l'Italie. Depuis quelques semaines, le pays subit une dégradation inquiétante de sa situation sanitaire. Le Premier ministre italien a profité d'une visite dans ce centre géant de vaccination installé près de l'aéroport de Fiumicino pour prendre la parole. Nous sommes malheureusement confrontés à une nouvelle vague de contagion. Au cours de la semaine dernière, nous avons enregistré plus de 150 000 nouveaux cas contre 130 000 la semaine précédente. Le nombre de patients hospitalisés positifs au Covid-19 a augmenté de près de 5 000 et le nombre de patients en soins intensifs a augmenté de plus de 650. Conséquence de ces chiffres alarmants, un durcissement des restrictions. Dès lundi, plus de la moitié du pays sera reconfiné. Et pour le week-end de Pâques, l'Italie entière sera placée en zone rouge. Impossible alors de se déplacer entre régions pour cette fête familiale. Il y a quelques jours, j'ai remercié les Italiens pour leur infinie patience. Je suis conscient que les mesures d'aujourd'hui auront des conséquences sur l'éducation des enfants, sur l'économie, mais aussi sur notre bien-être psychologique. Pour lever les mesures le plus rapidement possible, le gouvernement a un objectif, accélérer sa campagne de vaccination en essayant d'atteindre 500 000 doses injectées par jour. Les sports avec un match de rugby et en toile de fond une rivalité historique. Le Crunch Angleterre-France, c'est cet après-midi à 16h45 temps universel à Twickenham dans le cadre de la 4e journée du tournoi des 6 nations. Cette rencontre intervient 2 semaines après la détection d'une douzaine de cas de contamination au Covid-19 au sein de l'effectif français, dont le sélectionneur Fabien Galtier. Le match France-Écosse avait dû être reporté. Pour en parler, et notamment du protocole sanitaire au sein du 15 de France et plus largement dans le monde du sport, nous sommes avec le professeur Éric Côme, infectiologue et membre de la commission médicale de la Fédération française de rugby. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Tout d'abord, pouvez-vous nous dire en quoi consiste la bulle sanitaire autour du 15 de France ? Le principe d'une bulle sanitaire, c'est un espace réservé, une sorte de village gaulois, si vous préférez, dans lequel on ne peut rentrer ou sortir sans faire courir de risque à l'ensemble des personnes qui sont dans la bulle. Alors après, il y a des bulles plus ou moins efficaces, plus ou moins étanches. Et ça n'a pas été le cas pour l'équipe de France ? Alors effectivement, je suis intéressé par le sport et je participe à plusieurs conseils sur le plan sportif et c'est assez intéressant de voir les différentes cultures qu'il y a. Et quand vous voyez par exemple l'Australie, le Grand Prix d'Australie, ça c'est la vraie bulle sanitaire complètement efficace. Vous êtes resté 14 jours en quarantaine après l'arrivée sur le territoire et vous ne pénétrez dans la bulle, en l'occurrence c'était le tennis, que si vous n'avez pas déclenché de Covid dans les 14 jours qui ont précédé. Pourquoi 14 jours ? Parce que 14 jours, c'est la durée maximum d'incubation de la maladie. Mais pour le 15 de France, c'est beaucoup plus compliqué à réaliser. Justement, comment explique-t-on que cette bulle autour du 15 de France est éclatée ? En fait, c'est pas une bulle complètement étanche. Alors pour plein de raisons, je vous rappelle que les joueurs du 15 de France sont mis à la disposition de la Fédération française de rugby et du 15 de France, alors que c'est les clubs c'est les clubs qui les payent. Donc les clubs veulent pouvoir disposer de leurs joueurs pour qui ont lieu en dehors du tournoi des 5 nations, mais pendant la période du tournoi des 5 nations. C'est-à-dire, là, le week-end dernier, par exemple, vous avez bien vu, les joueurs ont joué, et donc, s'ils jouent dans leur club, forcément, ils sortent de la bulle du 15 de France, et ils y rentrent après. Donc, le principe, c'est pas d'appliquer une quarantaine de 14 jours avant de rentrer dans la bulle. Le principe, c'est de tester les joueurs 2 fois avant qu'ils rentrent dans la bulle. Mais le problème, alors évidemment, les joueurs ne peuvent rentrer dans la bulle que s'ils sont négatifs, ça c'est clair. Donc là, il n'y a pas eu d'entorse au protocole. Mais par contre, une fois qu'ils sont dans la bulle, ils peuvent se positiver. Parce que s'ils sont dans la période de 14 jours de maximum de la durée d'incubation, ils peuvent révéler la maladie une fois qu'ils sont dans la bulle. Et c'est ce qui s'est passé avec le 15 de France. Est-ce à dire qu'aucune bulle sanitaire est infaillible ? Ça veut dire que si vous voulez une bulle sanitaire infaillible, il faut faire comme les Australiens lors du Grand Prix d'Australie. Une quarantaine de 14 jours avant de rentrer dans la bulle. Si vous faites une bulle comme la Fédération française de rugby ou comme la Fédération internationale du sport automobile, où vous testez les gens avant qu'ils rentrent dans la bulle,
eh ben, ça limite énormément les risques de transmission secondaire, mais malheureusement, vous ne pouvez pas avoir de risque zéro. Alors, les interrogations demeurent en ce qui concerne l'Euro de football et les Jeux Olympiques. Les bulles sanitaires ont-elles vocation à se multiplier avant toute compétition internationale ? Je pense qu'actuellement, c'est indispensable. C'est-à-dire, par exemple, pour l'Euro de football ou pour les Jeux Olympiques, qui sont des compétitions pour lesquelles les sportifs sont hyper motivés, se préparant depuis des mois, voire des années, des compétitions qui sont relativement limitées dans le temps. C'est pas le tournoi des 5 nations qui s'étale sur 2 mois. C'est une compétition qui s'étale sur 15 jours, 3 semaines, 1 mois maximum. Dans ces cas-là, vous voulez vraiment ne prendre aucun risque, ce que je comprends très bien parce que c'est trop difficile de prendre des risques pour des compétitions comme ça, et dans ces cas-là, vous respectez une bulle de 14 jours, une quarantaine de 14 jours avant d'entrer dans la bulle. Qu'en sera-t-il du public ? Alors, le public, c'est plus compliqué. Moi, je pense que dans les lieux ouverts aux 4 vents, comme les stades, on pourrait très bien faire rentrer le public en respectant évidemment une certaine jauge et en respectant certaines précautions des mesures barrières, pour ne pas les nommer. Mais je crois qu'il n'y aurait pas grand risque à faire rentrer, par exemple, 20 000 personnes dans le Stade de France qui en contient 80 000 ou 10 000 personnes dans le Parc des Princes qui en contient 45 000. Le mois dernier, vous avez plaidé pour la réouverture des lieux culturels et sportifs. Les risques de contamination sont-ils moins élevés dans ces structures ? Les risques de contamination, vous savez, si on veut un risque de contamination zéro, on arrête de fonctionner et puis plus rien ne marche, ni les sports, ni la culture. Donc je pense qu'à un moment, il faut pouvoir se lancer. Je pense que le sport, c'est une bonne manière de se lancer. Les protocoles sanitaires sont assez stricts. Je crois que la culture aussi, c'est une bonne manière de se lancer, avec une différence fondamentale entre les deux. C'est que le sport, ça peut être à l'extérieur, ça peut être aussi à l'intérieur, évidemment, alors que la culture, c'est forcément à l'intérieur, même si ça peut être à l'extérieur au cours des festivals culturels de l'été. Vous êtes membre de la commission médicale de la Fédération française de football. Je ne peux vous quitter en vous demandant un pronostic au sujet du crunch ce soir. Angleterre-France ? Écoutez, la France est sur une magnifique dynamique, avec des joueurs qu'on n'a pas vus depuis plusieurs années à un tel niveau. Ils jouent très bien collectivement ensemble. Donc évidemment, je suis allé la France. On verra ça. Merci, professeur Combe, d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie, merci à vous. Et les sports toujours, avec du football ou presque, le président de la Fédération française de football, Noël Le Graët, son poste depuis 2011, a été réélu dès le premier tour aujourd'hui et pour 4 ans, après un vote de l'Assemblée fédérale de la Fédération française de football favorable aux Bretons de 79 ans. Du sport, passons à la culture. Les récompenses du cinéma français ont été décernées hier soir lors de la 46e cérémonie des Césars à Paris. La précédente édition avait été marquée par la polémique. Cette année, une page semble avoir été tournée. Diversité et plaidoyer pour la réouverture des salles ont marqué la soirée. Éric Cornet nous raconte. Forcément, cela ne pouvait pas être une cérémonie comme les autres. Pourquoi faire les Césars cette année ? Une année de cinéma sans salle et sans public et un public sans film. Pourquoi s'acharner ? On a réfléchi et on n'a pas trouvé. Et c'est pour ça qu'on s'est dit que c'était essentiel. Essentiel, mais parfois étrange. Celle qui a capté toute la lumière, par exemple, est inconnue du grand public. Elle est productrice et a dû pallier l'absence d'Albert Dupontel, allergique aux mondanités. Merci. Bravo. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Un énorme merci. 7 Césars en tout, dont celui du meilleur réalisateur pour Adieu les cons, grand vainqueur d'une soirée qui aura aussi porté chance à la très expressive Laure Calamy. La comédienne révélée par la série 10% est l'actrice de l'année. Ouais. Stéthoscope. On n'entend rien. C'était pas du tout mon genre. Grâce à sa prestation dans Antoinette dans les Cévennes. Ça, c'est pas essentiel, mais ça fait vachement plaisir. Merci. Samy Bouagila, lui, hérite du titre de meilleur acteur. Ça valait bien une petite entorse au geste barrière. Bon, déjà, j'ai eu le plaisir de pouvoir embrasser Fanny. Je pensais qu'on n'allait pas pouvoir le faire. Premier César pour Fatia Youssouf, 14 ans, meilleur espoir féminin. Chez les garçons, c'est Jean-Pascal Zadi qui est récompensé. Côté hommage, il y avait de quoi faire beaucoup de disparus cette année. Et l'occasion pour Annie Dupéret de tirer le signal d'alarme. Alors Roselyne, je pense qu'il va falloir se battre plus fort pour nous avant qu'ils se tirent tous. Cérémonie politique, évidemment. Le secteur a crié sa souffrance. Mention spéciale à Corinne Maziero dans la peau d'une intermittente inquiète. Qui veut la peau de Roger l'intermittent ? Parce que
Maintenant, on est comme ça, tout nu. Voilà. Enfin, César d'honneur pour la troupe du Splendide. Je voulais aussi remercier évidemment l'Académie qui nous fait cet honneur. Bon, elle s'est quand même débrouillée que ce soit l'année où il n'y a personne, quoi. Caustique toujours, mais au final, une soirée tristounette plombée par une crise qui n'en finit pas. Fin de cette édition, retrouvez toute l'actualité internationale sur notre site tv5monde.com. Je vous souhaite une belle journée à tous sur notre antenne.